Alors, donc on en était resté à application linéaire entre deux espaces dimension finie. On fixe des bases au départ et à l'arrivée. On associe une matrice. Ensuite, on s'est rendu compte que calculer l'image d'un vecteur, ça revient à faire la matrice fois les coordonnées du vecteur. Et on était en train de regarder deux énoncés très théoriques. Donc le fait qu'à chaque application linéaire, on ait une matrice de manière bijective. Et tout ce qui est échelle, je le renverrai plus tard. Ne vous inquiétez pas. Et le fait que cette application linéaire était bijective, ça veut dire que si vous avez une matrice, attention, avec des bases fixées, il n'y a qu'une seule application qui correspond. Et en plus, on peut faire des opérations dessus. Petit corollaire 3, je descends un petit peu. Alors, corollaire 3. Donc ici, allez, on se concentre. De toute façon, je vous enverrai tout. Ne vous inquiétez pas. Donc, le corollaire 3, c'est juste pour dire que alors, si on prend l'ensemble des applications linéaires entre deux espaces vectoriels, ça devient lui-même un espace vectoriel. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, on l'a déjà démontré. Sauf que maintenant, on est en mesure de dire assez facilement, vu que c'est en bijection, hop, ici, avec les matrices de MNP2K, et vu que à l'arrivée, l'espace des matrices est de dimension finie n fois p, on a donc, de l'autre côté, un espace de dimension finie n fois p aussi. Conséquence, on a cette conclusion-là. Et si on veut préciser, on peut déterminer une base de l'espace vectoriel des applications linéaires en prenant, attention, il faut bien réfléchir au truc, en prenant les applications linéaires FIJ qui sont associées aux matrices EIJ, où EIJ, c'est les matrices de la base canonique de NP2K. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est que une base de NP2K, si on reprend l'application linéaire associée, ça va donner une base de l'espace d'application linéaire en haut. Donc ça, on y reviendra au fur et à mesure. Ça, c'est le genre d'énoncé, il faut que ça se décante. On passe à autre chose. Je préfère qu'on passe vite là-dessus. Ça, application qualifiquement associée. C'est un petit paragraphe purement utilitaire. L'idée, c'est de dire que, a priori, les notions de noyau, d'image, sont associées à une application linéaire. Mais, grâce à l'énoncé qu'on vient de voir, on sait que pour une matrice donnée, si on se fixe des bases, des espaces, on a une application linéaire qui est associée. On va donc pouvoir parler de noyau ou d'image d'une matrice, quitte à se fixer des idées, quitte à fixer une convention sur l'application linéaire qu'on lui associe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'application linéaire canoniquement associée à une matrice grand M. Grand M ici, il faut bien repérer, c'est une matrice. Et l'idée, c'est tout simplement de dire, on va choisir comme espace alors, KP, KN, donc voire même très souvent RP, RN, pour pas s'embêter. Et comme base de départ et d'arrivée, on va prendre les bases canoniques. Donc ici, base canonique avec les espaces KP et KN. Si on fait ça, il va y avoir une seule application linéaire associée et on pourra donc parler, définition qui est en dessous, du noyau et de l'image. Plus précisément, le noyau de la matrice, ce sera donc l'ensemble des vecteurs coordonnés. Attention, ce sont des grands X dans MP1 de K, ça veut dire des vecteurs colonnes, P', une colonne, qui vérifie A fois X égale 0. Et l'image de la matrice grand A, ce sera l'ensemble des A fois X avec grand X qui est quelconque dans NP1 de K, un vecteur colonne. Alors, ce genre de truc, ce serait assez pratique, tout simplement pour faire des phrases plus compactes, plus concises. Au lieu de dire le noyau de l'application linéaire associée, on dira le noyau de la matrice. Comme ça, ce sera plus facile. Un petit exemple, et puis après on passe à autre chose de beaucoup plus important. Donc le petit exemple, c'est l'application linéaire canoniquement associée à ceci. Je fais une petite capture, comme ça, hop. Et je bascule sur le tableau blanc, que je n'ai pas ouvert.
hop, et hop. Ok, on y est. Donc je récupère ça, petit exemple, et on attaque. Alors ici, il faut juste faire attention à une petite chose. Petit rappel, lorsqu'on a une matrice d'application linéaire, c'est censé représenter en colonne, je vais mettre le tableau tout entier, ce sera peut-être plus simple. Les colonnes sont censées être les images des vecteurs de la base, enfin d'une base de départ. Ça veut donc dire que le nombre de colonnes, ici 2, correspond à la dimension de l'espace de départ. Et les lignes, ça correspond aux coordonnées dans la base d'arrivée. Ici 3 lignes, donc dimension 3 pour l'espace d'arrivée. Vu qu'on a des coefficients complexes, on ne va pas prendre du R2, R3, on va prendre du C2, C3. Donc ici, directement, hop, je me suis trompé de couleur. Donc là, elle, canoniquement associée à grand M, est, donc ce sera une application, on va l'appeler phi. Elle va donc aller de C, alors on a dit quoi? 2 colonnes, donc C2. Elle va aller dans C3, donc ça et ça, attention à bien repérer. Et tel que la matrice de phi dans les bases canoniques, je vais noter B2 et B3 pour l'instant, est égale à grand M. Donc ici, hop, base canonique. Concrètement, si on veut faire le calcul, si on note, alors je vais noter, comment je vais mettre une notation, on est censé considérer un vecteur petit x égale x1, x2 appartenant à C2. Le vecteur coordonné est grand X égale x1, x2, donc cette fois-ci en colonne, qui est dans M2, 1 de C. Attention, le 1 ici, il est important parce que ça représente tout simplement le fait qu'on ait une vecteur colonne. Et si on écrit donc m fois x, on calcule grand M fois grand X. Si on fait le petit calcul, alors sans le poser, on prend la colonne x1, x2, on multiplie par terme à terme 1i, 0, 1 plus i, 3 moins i. On va se retrouver avec tout simplement 3 coordonnées. On va avoir x1 plus petit i fois x2. On va avoir donc 0, donc 1 plus i fois x2. Et on va avoir 3 x1 moins petit i fois x2. Donc, phi de x, ça va être, attention, on repasse en version triplet, x1 plus x2, on recopie tout simplement, mais on repasse en fait entre guillemets en ligne. 1 plus i, x2, et ensuite 3x1 moins i, x2. Et donc ça, c'est ce qui donne phi de x. Est-ce que ça va à peu près?
là-dessus. Alors là... Ok, question éventuelle. On va dire que c'est bon à peu près. Alors, on va enchaîner. Alors ça, typiquement, on l'utilisera. Hier, on a vu une méthode dans le genre, non. Mais en fait, la seule chose qui a changé en vrai, effectivement, c'est très, très très proche. Je vais mettre le PDF pour que tout le monde parle de la même chose. Ici, la seule chose qui a changé, c'est que c'est nous qui avons choisi. Je vais l'écrire, je remets le tableau en 2 secondes. Je remets le tableau. C'est nous qui avons choisi ici et ici de mettre C2 et C3. Alors, la seule contrainte, c'est le 2 et le 3 qui correspondent à la dimension. En revanche, le fait de prendre du C2, C3 au lieu d'un autre espace de dimension 2 ou 3 comme quelconque, avec, par exemple avec des suites ou des fonctions, bah ça c'est notre choix. Donc quand on parle d'application linéaire canoniquement associée, le canoniquement associé ici, il est tout simplement relié à ceci, le fait qu'on prenne ces espaces-là comme au départ et à l'arrivée. Sinon, c'est exactement le même principe. On enchaîne. Le choix est imposé par l'outil. Ça dépend. Justement, là, ça c'est un petit cas particulier où dans certaines situations, on peut avoir envie de nous choisir nos espaces. Mais bien sûr, s'il est annoncé, vous fixez quelque chose, vous le respectez. Là, c'est un cas de figure. Alors, je repars sur le PDF. Alors, tac, tac, je l'ai perdu, là. Alors, paragraphe suivant. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va avoir notamment le gros théorème sur les matrices d'application linéaire. C'est le fait que, entre guillemets, faire une composée d'application linéaire, ça revient à faire un produit matriciel. Donc le fameux produit matriciel, si vous vous rappelez, complètement tarabiscoté, qu'on avait sorti complètement du chapeau au début d'année lorsqu'on a vu les matrices, ben en fait il y a une raison. C'est parce qu'il est construit de sorte à ce que ça corresponde à la composée d'application linéaire en dimension finie avec ces notions-là. Donc l'énoncé, il est là. En pratique, il sera très simple à utiliser. Il y a juste un contexte, un cadre à bien fixer, mais la formule est très simple. Alors on a, vu qu'on veut faire une composée application linéaire, donc la composée application linéaire, je vais la souligner, elle est ici. On veut calculer, on veut expliciter la matrice de G rond F, sachant que on a, alors pardon, je reformule. Vu qu'on a deux applications linéaires, on va avoir besoin de 3 espaces. Un espace tout au départ, qui est ici EP, un espace intermédiaire, EN de base BN, et l'espace d'arrivée de G rond F, ER de base BR. Donc on a le petit schéma décomposé qui est ici, hop, comme ceci. C'est-à-dire qu'on, par petit f, on va de p dans le n, par petit g, on va de n dans le r, donc la composée, g rond f, elle va de p dans le r. Si on note, avec toutes ces bases bien fixées, ces espaces bien fixés, grand A, la matrice de petit f, grand B, la matrice de g, alors, formule finale, la matrice de g rond f, c'est tout simplement b fois a. Attention, je le réécris ici, attention à l'ordre, rappelez-vous que b fois a ou a fois b, c'est pas pareil. Il se peut que déjà l'un des deux n'ait pas de sens, et même si le produit matriciel là, même si les deux produits matriciels ont un sens, en général ils seront complètement différents. Je pense notamment au cas le plus fréquent des endomorphismes. Si par exemple toutes vos applications elles vont de R3 dans R3, vous aurez que des matrices 3-3, donc vous pourriez faire les produits dans n'importe quel sens, il ne faudra pas se louper. En vrai, il n'y a pas de piège. Ça respecte G, matrice de G, grand B, matrice de F, grand A. Donc si vous écrivez G rond F, vous écrivez B fois A. Il n'y a aucun piège là-dessus. Alors, la démonstration, là typiquement, on ne va pas la faire là. C'est une démonstration très importante. Donc là, je vais
j'ai profité du fait, j'ai fait pareil l'an dernier, j'avais pas fait la démonstration en direct parce qu'elle est un peu technique, mais si au tableau ça aurait été plus facile, on aurait pris le temps. Là, pour raccourcir, je vais vous mettre un lien vers une version que j'avais fait en vidéo, que vous regarderez à tête reposée, peut-être après coup ou pendant les vacances. Alors typiquement, c'est quand même une démonstration très importante, elle aurait été dans un programme de colle. Pour l'instant, on va juste regarder les conséquences, on va l'utiliser et voir ce que ça signifie pour nous. Et comme ça, pour dès cet après-midi, au niveau d'exercice, on va un petit peu bosser, regarder ça et on n'aura pas avancé. Alors, conséquences. On va avoir des conséquences sur les matrices d'isomorphisme. On va arriver à détecter le fait qu'une matrice est un isomorphisme assez facilement. Proposition 5, que je vais encadrer aussi. Il y a deux choses. Une équivalence, une égalité matricielle. Alors, le contexte, deux espaces de même dimension. B, B', base de départ, base d'arrivée. Bon, ça, classique. On a une application R petit f, et on a la matrice de f qui va dans les bases B et B'. Donc tout ça, les trois premières lignes, c'est le contexte bateau. Équivalence clé, dire que l'application f est bijective de grand E dans grand F, ça revient exactement à dire que la matrice grand M est inversible. Et là, on commence du coup à revoir un petit peu des liens. On avait vu, petit rappel, les matrices inversibles. L'ensemble des matrices inversibles, on le notait GL, N de K. L'ensemble des automorphismes d'un espace vectoriel, on le notait GL de grand E. Donc tout ça, bien sûr, c'était relié, notamment grâce à cette équivalence. C'est pour ça que la même notation est utilisée et c'est normal. De plus, petit cadeau bonus, en dessous, si vous cherchez la matrice de la réciproque, bah, ce sera directement la matrice inverse. Alors, on va démontrer ce petit truc-là. En utilisant le gros théorème au-dessus, on va démontrer ce truc-là. C'est beaucoup plus faisable et on comprend mieux ce qui se passe. Et après, on verra deux autres petites propriétés liées qu'on va peut-être pas forcément démontrer ou juste une des deux. Alors, démonstration 5. Donc, je remets le tableau en petit et le PDF en petit, le tableau en plus grand. Alors, on m'a signalé qu'il pouvait y avoir des soucis des fois de visibilité avec le tableau en petit comme ça. Alors, je verrai au fur et à mesure, peut-être que je ferai un petit sondage vite fait, voir ce qui est faisable. Enfin, si vous préférez que j'enlève le petit tableau à côté pour mettre uniquement le PDF à côté, pardon, pour mettre uniquement le tableau en grand, vous me direz. Alors, démonstration 5. Hop, je rajoute une page. Alors, premier point. On va faire notre petite équivalence. On va montrer que matrice inversible équivalent à F, isomorphisme de grand E dans grand F. Alors, première chose. On va faire une double application. Comment je structure mon truc, on va écrire ça comme ça. Et je vais donc déplacer le petit point là. Je vais le mettre en dessous. Alors, première application. Tac, tac, tac. On suppose grand M inversible. Alors, je ne remets pas les notations. Grand M, c'est la matrice de petit f dans certaines bases. On suppose grand M inversible. Montrons que petit f est bijectif. Alors, si grand M est inversible, bah, elle a une matrice inverse. Je vais faire un trait de séparation ici. On pose, bon, bien sûr, M-1, l'inverse de grand M. Et surtout, on peut considérer, donc c'est avec le fameux isomorphisme fondamental, on a une matrice M-1. On peut donc considérer l'application linéaire qu'on va appeler petit g, associée à la matrice M-1, avec, il faut faire attention au choix des bases,
comme espace de départ grand F, comme espace d'arrivée grand E, et avec les bases B' et B. Je vais écrire ça en dessous. Donc on peut définir petit g de grand F dans grand E, l'unique application linéaire telle que la matrice de petit g dans les bases, donc il faut prendre B' et B ensuite, est égal à n-1. Donc ici, j'insiste juste sur une toute petite chose, on veut, c'est nous qui le faisons, avoir f au départ, grand E à l'arrivée. Mais quel que soit le choix d'espace vectoriel, quel que soit le choix de base qu'on se fixe, une fois qu'on a fait ces choix, une matrice correspond à une unique application linéaire. Est-ce que jusqu'ici, il y a des questions? Parce qu'après, on a déjà quasiment gagné en fait. Pas de questions pour l'instant? Alors, ensuite, on a donc grand M fois M-1 égale identité, et M-1 fois grand M égale matrice identité. G est unique car associé à M-1. Alors non, le fait que ce soit M-1 ou M carré ou n'importe quelle autre matrice, ça ne change rien. Le fait que petit g soit unique, c'est uniquement le fameux théorème. Je vais vous remettre la petite référence. Où est-ce qu'il est? Donc là, je suis en train de défiler vers le haut. Celui-ci, l'isomorphisme fondamental, le théorème 2. À chaque matrice est associée une unique application linéaire. Quelle que soit la matrice. Ouais, c'est ce théorème 2. Donc, je vais mettre la petite référence. Je redescends ça. Je remets le tableau. Et donc ici, tac, tac. Donc, ce qui est important, c'est pas la matrice, et c'est matrice de B' dans B. Oui, vu qu'on prend grand F comme espace de départ, c'est donc grand B, c'est donc B', la base associée de grand F qu'on a fixé dans l'énoncé. Et si on prend grand E comme espace d'arrivée, c'est B, la matrice associée. Là, c'est B la base, excusez-moi, associée. Alors, on a donc ceci et ceci. Et si vous regardez bien l'énoncé qu'on vient juste de voir, ici, on a un produit matriciel, grand M fois M-1. Grand M est associé à petit f, grand M-1 est associé à petit g, et la matrice identité, donc ça on l'a vu la dernière fois, bah c'est associé à l'application identité. Donc, si on traduit cette égalité matricielle avec la fameuse propriété de ce produit matriciel, on va en déduire, juste en dessous, petit f rond g égale identité, et ici, g rond f égale identité. Alors, on peut préciser, lorsqu'on a fait le calcul de f rond g, c'est en fait l'identité de grand F. Ça, c'est juste par rapport aux espaces qu'on a ici et aux espaces qu'on a pour petit f. En revanche, lorsqu'on fait g rond f, si on commence par petit f, c'est qu'on a l'identité de grand E. Et bah, c'est gagné. Si vous regardez ça ensemble, tout ceci, ça signifie que f objective et g est égal à f moins 1.
Est-ce que cette première application, on est bon? Ou est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Alors, je vais juste préciser le on en déduit, donc qui est lié au théorème 4. Alors, il faut avoir les deux sens pour dire que c'est objectif. Alors, ça, justement, on en avait parlé un petit peu. Alors, a priori, dans la définition d'objectif, on est censé avoir les deux sens. Cependant, on a vu tout récemment, lorsqu'on a des applications linéaires entre deux espaces de même dimension finie, mais c'est tout nouveau, si vous vous rappelez bien, en fait, il suffit d'avoir seulement adjectif ou seulement subjectif. Et, on va un tout petit peu développer ça juste après, en particulier, ça signifie que avoir une seule de ces deux relations, c'est suffisant. Mais attention, ici, je parle bien d'application linéaire entre espaces de dimension finie. Alors, en général, il faut les deux. Pour des ailes de dimension finie, un seul des deux suffit. Est-ce que c'est à peu près bon? Ok. Alors, page suivante, on va faire l'autre implication. Donc cette fois-ci, on va supposer que f est objective, on veut montrer que m est inversible. Donc là, ce sera très très simple. C'est très très similaire, bien sûr. Donc autre implication, là c'était gauche-droite, donc là je fais droite-gauche. Donc on suppose f bijective. Montrons que grand M est inversible. Or, donc là, ça va aller vite. Si f est bijective, là c'est dans l'autre sens, on a donc directement l'existence d'une application petit g de f dans grand E. Alors, je vais même plutôt m'écrire directement. Bien sûr, cette application petit g, c'est la réciproque, donc on va directement noter f-1. On a donc l'existence de f-1 de f dans grand E réciproque de petit f. Si on écrit les relations, on a f rond f-1 qui est égal à l'identité de grand F, et de l'autre côté, f-1 rond f qui est égal à l'identité de grand E. Donc ça, définition d'objectivité. Et même principe que juste avant, on sait, alors attention, on sait que petit f a pour matrice grand M. On sait que f-1 a une certaine matrice associée qu'on va noter M'. Et on va bien sûr déduire de ce qui est souligné le fait que MM' égale grand I, M' égale grand I, ce qui signifie que grand M est inversible inverse M', et donc que ce M' sera M-1. Mais attention, a priori, ça on va bien l'écrire en toutes lettres, on a M', une matrice de F-1. Je vais noter ça comment? Ici. Donc matrice de F-1, et donc au niveau des bases, F-1 elle va de grand F dans grand E, donc on commence par B', et on arrive dans grand B au niveau des bases. On a donc grand M fois M'. Ah. Alors attendez, bougez pas. Il y a déjà un problème de déco-recouf. Hop, j'espère que c'est bon. Il faut parler de I des grands I. Alors le fait que la matrice de l'identité, c'est que le fait que la matrice d'identité, c'est la matrice d'identité,
Ça, on l'a fait une fois, la dernière fois, et on a bien fait voir que c'était général. Donc là, maintenant, vous utilisez sans aucun souci. Enfin, si c'est la question, il n'y a aucun problème. Donc, on a donc m fois m' est égal à grand I, et m' fois grand M égale grand I. Donc, je ressouligne ça avec le même code couleur. C'est exactement la traduction. Donc ça, encore une fois, c'est le théorème 4. Et on conclut ainsi, grand M inversible. Donc on a la définition d'inverse. Et M-1, parce que ça nous intéressait aussi au passage, c'est donc cette matrice M'. C'est donc, avec ce qui est marqué juste dessus, la matrice de F-1. Dans les bases B' et B. Et donc ça, ainsi que ceci, bah c'est la conclusion qu'on espérait. Et donc on a fini notre petite démonstration. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? On est bon? Ok, bah ça a l'air bon. Alors, petite propriété, donc qui rejoint des choses qu'on avait déjà évoquées. Au tout début, lorsqu'on avait fait les matrices, je vous avais dit, attention, a priori, pour l'aversivité des matrices, il faut les deux égalités. Mais, en douce, je vous avais dit que, en vrai, on verra plus tard qu'il suffit de l'une des deux. Bah, ce plus tard, c'est maintenant. Donc, petite proposition 6, on officialise la chose. Si on a une matrice M' telle que MM' égale identité, donc juste ce sens-là, alors grand M est inversible. Et dans l'autre sens, s'il existe M' tel que M' égale identité, alors M est inversible. Donc l'une des deux égalités suffit seulement. Donc on va mettre ça au passage. Alors là, ça a dû sortir un peu de l'écran. Voilà. Donc dans la définition de matrice inversible, je remets le PDF en plus grand. Excusez-moi. Dans la définition de matrice inversible, une seule égalité suffit. Alors ça, on va pas l'encadrer particulièrement, c'est presque anecdotique. Hein. J'ai pas compris. Alors on va le démontrer. Là, c'est l'énoncé, et après on fait la démonstration. C'est un schéma assez classique en maths. Alors, démonstration, donc c'est le numéro 6. On va faire l'une des deux. Hein. On va faire l'une des deux. On va pas faire les deux. Alors, laquelle est la plus rigolote? Enfin, la plus rigolote. Les deux sont très très proches. Si je veux voir ça... On va faire la deuxième. Alors, je repasse avec le tableau. Hop. Hop. Donc, démonstration numéro 6. Pour la deuxième version. C'est très très mal écrit, mais bon, c'est pas grave. Donc, on suppose... dans quel sens, donc, je l'ai dit? On suppose M', égale identité. On veut montrer que grand M est inversible. Alors, en fait, l'idée, c'est que, au niveau purement matriciel, c'est pas simple.
En revanche, si on introduit les applications linéaires associées, alors c'est beaucoup plus facile. Alors, question posée. L'inverse c'est M'. Alors, dans les deux cas, effectivement, l'inverse sera M' a posteriori. Cependant, le fait que grand M soit inversible, c'est surtout ça qui est important. C'est ça qu'on veut démontrer surtout. Donc, si on suppose grand M' fois grand M égale identité, si on veut montrer que M est inversible, on va considérer, on peut considérer, alors, petit f, on va appeler comme ça, la L, canoniquement associée à grand M. Et petit g, idem, associé à M'. Ça signifie quoi? Autrement dit, petit f. Alors la matrice grand M, elle est dans... qu'est-ce que j'ai mis comme dimension? Dans Mn de petit r. Autrement dit, petit f, elle va aller de... Pourquoi j'ai mis grand R d'ailleurs? Alors, l'énoncé n'est pas faux, mais bien sûr, que ce soit R ou C, dans l'énoncé, ça change rien. Hein. Donc, je vous laisse le préciser ou pas. Bon, de toute façon, vous y auriez pensé par vous-même. Hein. Donc là, dans la démonstration, je vais mettre de Kn dans Kn. Donc, petit f de Kn dans Kn, linéaire, tel que la matrice de petit f dans la base canonique est égale à grand M. Et, même principe, petit g de Kn dans Kn. Vu qu'on a des matrices carrées, on a les mêmes nombres de lignes et nombres de colonnes, et donc au niveau des espaces, on prend la même dimension. Tac, 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 tel que la matrice de petit g, ce soit M'. Et encore une fois, la base canonique. Et maintenant, on va revenir sur ce qu'on avait ici. Donc si ce truc-là, je l'appelle étoile, étoile, ça va donner G rond F égale identité de Kn. Donc ça, encore une fois, le fameux théorème. Mais, et c'est là où on va feinter, G rond F égale identité. Cette petite égalité, ça nous dit en particulier que l'application F est injective. Alors là, je l'affirme. Je vais écrire la suite, histoire que tout tienne sur la même page. Donc, petit f est injectif. Alors là, vous pouvez me dire, ok, pourquoi, c'est quoi le rapport? Bah, tout simplement, ça se fait à la main. Donc, je fais un petit truc entre parenthèses. Pour démontrer que f est injective, vu que c'est une application linéaire, il suffit de montrer que le noyau est réduit à 0. Donc, je le fais en abrégé. Si f de x est égal à 0. Alors attention, c'est 0 de grand E, c'est-à-dire ici de Kn. Alors, g rond f de x égale 0 aussi. Mais, vu que g rond f c'est l'identité, g rond f de x, c'est égal à petit x. Donc là, c'est encore une fois 0 de Kn. Donc,
x égale 0 de Kn. Morale, ce truc-là, ce qui est en vert, ça signifie que le noyau de f est égal à 0. Donc f est injective, car, je vais le rajouter ici, car f est égal au singleton 0. Est-ce que ce petit passage-là, c'est bon? Donc ça, c'est une petite micro-démo qui se fait dans un coin, mais c'est pas du tout méchant par rapport à les choses qu'on a déjà faites. Hein. Question jusqu'ici? J'espère que c'est à peu près bon. Ok. Et donc, où est-ce qu'on était? Si elle est injective, là maintenant on se rappelle, oui, mais comme on est entre l'espace d'une dimension finie, si elle est injective, bah elle est bijective. Et si petit f est bijective, avec le théorème 5, ça veut dire que grand M est inversible. Donc on conclut ainsi. Ainsi, petit f injective entre deux espaces, bon, qui sont en fait deux fois le même, mais c'est pas grave, de même dimension finie. Donc, petit f est bijective. Et avec le théorème 5, on conclut. Bon, je tasse un tout petit peu, je suis désolé, mais comme ça peut tout rentrer ici. Avec le théorème 5, on conclut grand M inversible. Et on est bon. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, pas très bien compris la démonstration de F injective. Alors, je leur fais un petit coup, mais en vrai, elle est très très simple. Hein. Alors, petite remarque. Ce genre d'énoncé, ça correspond à des exercices qu'on avait fait à une époque. Si G rond F est injective, alors F est injective. On avait fait ce genre de truc avant même les applications linéaires, au moment des applications tout court. Là, c'est un peu le même genre, sauf qu'on adapte avec le noyau. Donc, pour l'application linéaire, injectif, équivalent à noyau de F égale 0. Donc, on se demande si le noyau de F vaut 0. Or, là, je l'ai fait en accéléré. Dans un signe d'égalité d'espace vectoriel, mais l'inclusion droite-gauche est triviale. On part donc d'un petit x dans le noyau, c'est-à-dire f de x égale 0. Si f de x vaut 0, on applique petit g. Alors, je peux rajouter peut-être un petit truc qui pourra peut-être vous aider. Je ne sais pas si ça coince. Si f de x vaut 0, g rond f de x, c'est en fait g de 0, mais pour une application linéaire, g de 0, c'est 0. Or, ce g rond f de x, vu qu'on a g rond f égale identité de Kn, g rond f de x, c'est égal à x. Si je reprends le même code couleur, c'est-à-dire j'ai mis du jaune ici, ça, c'est grâce à la relation jaune ici. Conséquence, on a donc petit x égale 0, et donc le noyau est réduit au vecteur. Alors effectivement, c'est micro-démo fait dans la marge, mais c'est pas censé être trop compliqué à tête reposée. Alors, c'est quelle proposition qui donne un objectif? Ok. Ah, ça. Alors, je vais quand même le remettre vite fait à l'écran pour tout le monde. Si je mets PDF un peu plus grand. C'était dans les applications linéaires en dimension finie. Les applications linéaires en dimension finie, elles sont ici. Et plus précisément, où est-ce qu'on est tout à la fin? Ici.
l'énoncé qui est là, excusez-moi, l'énoncé qui est là, proposition 7, entre l'espace de dimension finie, bijectif, injectif, surjectif, même combat. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Pas de souci. Alors, on repart sur hop, notre petit chapitre. Alors, dernier résultat, qui est en fait un rappel, mais que maintenant vous allez normalement revoir sous un langage, sous un jour complètement nouveau. On avait vu à une époque une série d'équivalences. Dire qu'une matrice grand A est inversible, c'est équivalent à dire que pour tout vecteur colonne B, le système x égale B a une unique solution. C'est équivalent à dire que le système x égale 0 n'avait que la solution nulle. Et petit d, équivalent à dire que pour tout vecteur colonne, x égale B admettait au moins une solution. Alors, à l'époque, on avait un petit peu justifié ça en en comparant le nombre d'équations avec le nombre d'inconnus, pour dire que s'il n'y avait pas d'équation de compatibilité, il n'y avait pas non plus d'inconnu secondaire, etc., etc. C'était un petit peu une usine à gaz. Maintenant, interprétation, qui va être complètement triviale, on va tout simplement associer à grand A, oui, une applicationnaire petit f. Et là, tout va s'enchaîner. Ces propriétés, elles vont se transformer en grand inversible, équivalent à petit f bijectif, équivalent à petit f injectif, par le noyau, équivalent à petit f surjective. Et comme on a une applicationnaire en dimension finie, bah vous savez que tout est vrai. Ça découle de ce qu'on a vu au-dessus. Donc on l'écrit en quelques phrases et c'est plié. Donc démonstration 7. Donc on considère petit f de c'est une matrice dans Rn de K. Donc petit f de Kn dans Kn. Et encore une fois, la L, canoniquement associée. Donc finalement, elle sert. À, comment j'ai fait ma matrice? Grand A. Et on traduit. B, C et petit d avec petit f. Donc le petit b, c'est bah, tout simplement, est-ce que je fais une étape? Bon, on va dire ça comme ça. Bon, ouais, mais je vais directement. C'est tout simplement f bijective. Le petit c, c'est car f égale 0. C'est-à-dire f injective. Et le petit d, c'est tout simplement f surjective. Et donc, on sait, avec tout ce qu'on a vu précédemment, que tout ceci est équivalent. Or, on a déjà vu A équivalent à B, équivalent à C, équivalent à D. Bah, précédemment. Alors, ça peut être sur le chapitre qu'on vit en cours, ça peut être sur le chapitre précédent application à la dimension finie, mais dans tous les cas, c'est des choses qu'on a vues. Et donc, c'est gagné. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas compris le petit b. Alors, le petit b, je remets le PDF un tout petit peu plus grand. Le petit b, c'est
pour tout vecteur colonne, le système x égale b admet solution. Ce que je peux peut-être juste rajouter, effectivement, pour aller un tout petit peu plus vite. Donc, on traduit ceci. Donc, si on note comment je vais noter ça, x, petit x, appartenant à Kn, associé à grand X. Si on note petit y associé à grand B, alors AX égale B, c'est équivalent à f de x égale y. Donc autrement dit, grand X, c'est un vecteur colonne. On peut l'interpréter comme un vecteur coordonné d'un certain vecteur petit x de Kn. Tout simplement, base canonique, on prend le petit x. Grand B, idem, on peut le considérer comme un vecteur coordonné d'un certain petit y dans Kn. Et avec ce qu'on a vu sur le lien entre image par une application linéaire et matrice, on sait que grand A fois grand X, ça correspond exactement aux coordonnées de f de x. Donc AX égale B, c'est exactement l'équivalent de x égale y. Et donc le petit b, par exemple, il se traduirait par tout vecteur y admet un unique petit... Enfin, pardon, je reformule. Pour tout vecteur y, il existe un unique x tel que x égale y, et donc c'est la définition d'objectif. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? On est bon? Alors, hop, on va pouvoir regarder. Alors, bon, initialement, j'avais prévu... question. Non? Le A, on le traduit comment avec F? Ah bah le A, on le traduit pas. Mais le A équivalent à B équivalent à C équivalent à D. Par exemple, ça, c'est la propriété... Alors, que je vous redise le numéro, celle qu'on vient juste de voir. C'est la propriété 5. Donc, petit a, si on voit la propriété 5 à côté, c'est petit a équivalent à petit b. Matrice inversible équivalent à application objective. Est-ce qu'on est bon là-dessus? Ok. Alors, initialement, j'avais prévu éventuellement m'arrêter vers 11h45. On va parcourir ça. On va pas le démontrer. Mais si besoin, vous pourrez quand même déjà l'appliquer. Alors, il y a beaucoup de blabla, mais finalement, il y a essentiellement 2 formules, une par page. Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est, on sait que pour 2 espaces, donc si on va rajouter un petit quart d'heure en supplémentaire, est-ce que ça pose souci à des gens? Si on, normalement, en 10 minutes, je pense que c'est à peu près bon, sachant qu'on va rien démontrer. Donc s'il y en a qui posent souci, ils lèvent la main ou ils se manifestent. Ça va aller à peu près? Ok, merci beaucoup. Alors, l'idée générale, c'est, on sait que pour une application linéaire, si on fixe un espace de départ, un espace d'arrivée, une base de départ, une base d'arrivée, il y a une matrice qui va avec. On a vu aussi, sur quelques exemples, si on change une des bases, ça change les chiffres des matrices. Là, ce qu'on veut essayer de préciser, c'est de quelle manière. Alors, première situation, si on s'intéresse au vecteur. Alors, on a besoin d'une petite propriété préalable, alors, qui pour l'instant vous semblera peut-être un petit peu mystérieuse, mais en vrai, ça se justifie. Donc, définition, on a un espace de dimension n de base E1n. On a une famille de vecteurs grand F. Attention, grand B de base, grand F, famille tout court. On peut toujours associer, ça on l'a déjà vu,
à la matrice, à la famille grand F, une matrice, en prenant les coordonnées en colonne de chacun des vecteurs. Équivalence, ça va être très pratique en exercice. Si la matrice grand F, enfin même en équivalence, la matrice là, oula, je me mélange les mots, la famille grand F est une base, ça va être exactement équivalent à dire que la matrice P est inversible. Donc ça, c'est un moyen très pratique de savoir si, juste en posant une matrice, de savoir si une matrice, une famille est une base ou pas. Et au fur et à mesure, c'est comme plus on a de nouvelles méthodes, plus on avance, plus on est efficace, bah, ce sera une des méthodes les plus efficaces pour montrer qu'une famille de vecteurs est une base. On pose la matrice associée, on regarde si elle est inversible. Et pour montrer qu'une famille est inversible, qu'une matrice est inversible, on a beaucoup d'outils. Par exemple, entre autres, la méthode de Gauss, où on fait gauche-droite, colonne, les deux colonnes, la matrice, identité, puis on bidouille. Vocabulaire. Dans la situation où on a donc une base B et une base F, on parle de matrice de passage, donc de B à B', mais là bien sûr j'ai fait une faute de frappe, c'est pas de B à B', c'est de B à grand F. Parce que juste après, ce sera du B' partout. Tac. Hop, ni vu ni connu. C'est devenu rien. Donc, petite proposition 8, pour l'instant, on la passe. Ne vous inquiétez pas, on y reviendra. Pareil dans P. Pareil dans P. Oui, excusez-moi. Zoom. Hop. Effectivement, bien sûr. Alors, petite remarque, mais qui en fait sert surtout dans la démonstration, on y reviendra plus tard, mais on peut interpréter cette matrice de passage comme la matrice de l'identité, mais en faisant un truc un peu bizarroïde. C'est contrairement à l'usage le plus fréquent, on prend des bases différentes au départ et à l'arrivée. Très honnêtement, ça, pour l'instant, laissez de côté, ça ne sera pas du tout gênant. Alors, effet d'un changement de base sur l'écran d'un vecteur. Donc c'est là où on va rentrer en vif du sujet. C'est une matrice de passage. Donc les fameuses matrices de passage, ça va être exactement ce qui permet de faire des calculs pour voir l'effet des changements de base. Première situation, un vecteur, un seul. Petit x, un vecteur de grand E. Mais pour un vecteur donné, si on prend, je remets le PDF en plein, si on prend deux bases différentes, on aura deux jeux de coordonnées différents. Ça, on a vu des exemples. Bah, tout simplement, si on note P, la matrice de passage de B à B', donc ça, j'écris à côté, P, matrice de passage, au sens de la probabilité juste avant, on a tout simplement cette formule-là, grand X égale Px'. Alors, je vais mettre tout ça en même temps, ce sera plus clair. Alors, attention, c'est des fois un peu trompeur. On a les anciennes coordonnées en fonction des nouvelles. Parce que souvent, il y aura une espèce de chronologie. Vous allez avoir une base de travail au départ, initiale, et au fur et à mesure, vous aurez une nouvelle base. Et donc, lorsqu'on fait ce changement de base, lorsqu'on a une nouvelle base, le x', ça représente entre guillemets les nouvelles coordonnées. Et donc, cette formule-là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle donne les anciennes coordonnées en fonction des nouvelles. Alors, en pratique, il faudra essayer de faire gaffe, essayer de bien être vigilant. Un petit moyen mnémotechnique, c'est le suivant. Je vais l'écrire juste en dessous. Vous écrivez la formule. Et tout simplement, en dessous, vous écrivez les bases correspondantes. Et
grand X dans la base B, X' dans la base B', bah tout simplement, ça doit se coller. Donc ici, on va retrouver le... Ah, excuse-moi, c'est pas ce que je voulais faire. Hop, voilà. Ici, on va retrouver le B flèche B', B à côté de B, B' à côté de B'. Attention, ce petit moyen de technique, ici il marche, après il ne marchera pas forcément super bien. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? On est bon? Alors, on change de page. Deuxième série de formules. Est-ce qu'on peut avoir exprime... Oui, bien sûr, oui. Bah oui, bien sûr. La matrice P, c'est une matrice de passage. C'est une matrice de passage, donc elle est inversible. On peut donc parler de P-1. Et effectivement, et on l'utilisera, x égale Px' se traduit aussi par x' égale P-AX. Tout à fait, ça c'est vrai. Si on a une application linéaire, alors là, attention, ça se complique. Parce que on a une application linéaire. Va avoir un premier choix de base, BP au départ, BN à l'arrivée, qui va donner une première matrice. Mais on va avoir potentiellement un deuxième choix de base. Une nouvelle base au départ et une nouvelle base à l'arrivée, qui va donc donner une nouvelle matrice qui n'a absolument rien à voir. Donc une matrice, deux matrices. Et où est-ce que j'en étais? Oui, pardon, excusez-moi. Donc une matrice, une matrice. On a donc du côté de l'espace de départ, EP, deux bases. Donc une matrice de passage, grand P. Du côté de l'espace d'arrivée, une autre matrice de passage, Q. Et avec toutes ces notations, il faut bien se fixer le contexte. Le plus compliqué, je vous dis honnêtement, c'est de ne pas s'embrouiller dans qui est au départ, à l'arrivée, qui est les primes, qui n'est pas les primes. Mais on a cette relation ici, A' égale Q-1 fois A fois P. Je vais directement tout encadrer, ce sera quand même plus net. Le cas des endomorphismes, et c'est là-dessus qu'on va terminer, de toute façon après, le rang, on y reviendra plus tard. Le cas des endomorphismes, il est assez pratique. Parce que si on a un endomorphisme, bah, l'usage c'est, rappelez-vous, ce qu'on va très souvent utiliser, de dire qu'on prend la même base au départ et à l'arrivée. Conséquence, au lieu d'avoir 4 bases, 2 anciennes et 2 nouvelles, on a juste 2 bases, une ancienne et une nouvelle. Et on a donc une seule matrice de passage, P, de B dans B'. Dans ce contexte, on a cette relation-ci, A' égale P-1 fois A fois P. Ça, c'est le cas le plus fréquent, on va quand même insister dessus, c'est les endomorphismes. Même pour être honnête, le cas des applications linéaires en général, bah finalement, il n'arrive quasiment pas. Parce que c'est souvent moins pratique dans les applications linéaires qui ne sont pas des endomorphismes. Petit truc mnémotechnique, un peu dans le même genre. Attention, moyen mnémotechnique. Ce moyen mnémotechnique, il fonctionne que pour le cas particulier des endomorphismes. Si vous essayez de l'adapter au-dessus, ça va donner n'importe quoi. Donc attention, il faut le savoir. Mais comme les endomorphismes, c'est le cas le plus fréquent, il est quand même intéressant. Même principe, vous écrivez la formule. Vous écrivez en dessous les bases. A', c'est dans la base B'. A, c'est dans la base B. Et bien tout simplement, ça doit se recoller. Le P, c'est la matrice de passage de B vers B'. B flèche B'. B, B.
Et P-1, ça c'est un petit truc à remarquer. Je remonte un tout petit peu. Je l'ai survolé rapidement. Où est-ce que c'est? Ici. P-1, c'est tout simplement la matrice de passage dans l'autre sens, de B' vers B. Donc, sachant ceci, on redescend tout en bas, ce P-1, c'est bien de B' vers B. Et donc, encore une fois, on recolle tous les B, B' vers B', ça donne un prime. Et c'est là-dessus qu'a priori, je vais m'arrêter. Alors, s'il y a des questions, allez-y. Mais pour l'instant, je coupe l'enregistrement.